Imagine un monde où la morale ne suffit pas. Un monde où la bonté n'est pas une force, mais une faiblesse. Un monde où un dirigeant trop pur se fait dévorer. Et où ceux qui refusent de comprendre la nature humaine sont balayés, eux et leur peuple avec eux. Ce monde n'a pas disparu, nous y vivons encore. Depuis 5 siècles, un livre dérange, fascine, effraie et enseigne. On l'a brûlé, on l'a interdit. Puis on l'a étudié dans les écoles de stratégie, d'économie, de géopolitique. Il s'appelle Le Prince. On dit qu'il rend les hommes cruels, on dit qu'il est le manuel du tyran. Mais ceux qui le lisent vraiment découvrent autre chose. Un livre lucide, un livre qui ne demande pas d'aimer le monde, mais d'apprendre à vivre dedans. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce texte. Calmement, profondément, intelligemment. Pas en érudit froid, mais en conteur, pour un public qui veut comprendre. Mais avant de commencer, ce documentaire demande énormément de recherche, de structuration, de vérification, d'écriture, d'adaptation pédagogique. Si tu veux soutenir ce genre de travail et encourager d'autres vidéos exigeantes comme celle-ci, abonne-toi, like ou laisse un commentaire. Maintenant, entrons. Les grandes idées ne naissent pas dans les salons paisibles, elles naissent dans la tempête. Nous sommes dans une Italie déchirée. Florence, Milan, Rome, Venise, Naples. Chaque cité veut dominer les autres. Les rois de France, les empereurs allemands, le pape, tout le monde intervient. La paix? Un accident temporaire entre deux trahisons. Dans ce chaos grandit l'homme qui écrira Le Prince. Il n'est pas noble, il n'est pas roi. Il est fonctionnaire, diplomate, observateur. Pendant 14 ans, il négocie, écoute, observe. Il rencontre des papes, des rois, des généraux. Certains brillants, certains médiocres. Puis, le pouvoir bascule. Il est renversé, arrêté, torturé, exilé. Et c'est là, loin des palais, qu'il commence à écrire. Le soir, dit-il dans une lettre, il quitte ses vêtements de paysan, revêt symboliquement ceux d'homme d'État, et entre dans les salons des anciens. Il lit les Grecs et les Romains, relit les chutes des empires, et se demande: qu'est-ce qui fait qu'un État tient ou s'effondre? De cette question naît Le Prince. Pour comprendre ce livre, il faut comprendre le monde qu'il a façonné. Maintenant que le décor est posé, entrons dans les idées. Le Prince n'est pas un traité moral, ce n'est pas un livre qui dit « Soyez bon, soyez juste, soyez saint ». C'est un manuel. Il commence froidement, par classer les types de pouvoir. Les principautés héréditaires, celles qui se transmettent depuis longtemps. Les principautés nouvelles, celles qu'on conquiert. Les territoires mixtes, une ancienne terre, plus une nouvelle qu'on ajoute. Les pouvoirs soutenus par les élites, ceux soutenus par le peuple, et les pouvoirs religieux. Pourquoi cette classification? Parce que chaque forme de pouvoir a ses faiblesses, ses risques, ses priorités. Dans une principauté ancienne, le peuple s'habitue au nom qui gouverne. Il faut une incompétence rare pour la perdre. Mais dans un pouvoir nouveau, le dirigeant bouscule des habitudes, et l'instabilité surgit. Il dit: les hommes offensés trop légèrement se vengent, mais ceux qu'on frappe durement ne peuvent se venger. Traduction simple. En politique, la demi-mesure est souvent le pire choix. Dans un territoire nouveau, il conseille 3 choses. Écraser rapidement les anciens centres de pouvoir. Créer de nouvelles loyautés, stabiliser le plus tôt possible. Ce n'est pas gentil, c'est stratégique. Maintenant que nous voyons les bases, entrons dans le cœur du livre. Comment on prend le pouvoir et comment on évite de le perdre. L'auteur distingue 2 manières de monter au pouvoir. Grâce à sa propre force, la vertu. Grâce à la chance, aux autres la fortuna. La vertu n'est pas la vertu morale, ce n'est pas la bonté. C'est la capacité d'agir, le courage, la lucidité, la ruse. La fortune, c'est la chance, l'imprévu, ce qu'on ne contrôle pas. Il écrit:
La fortune gouverne la moitié de nos actions, et nous laisse gouverner l'autre moitié. Autrement dit, tu ne contrôles pas la tempête, mais tu contrôles tes voiles. Voici l'une des phrases les plus célèbres du livre. Les hommes sont ingrats, inconstants, dissimulateurs, faibles. Il ne dit pas cela pour insulter l'humanité, mais pour avertir ceux qui la gouvernent. S'il faut choisir entre être aimé ou craint, il dit « Il est plus sûr d'être craint qu'aimé. Parce que l'amour dure, tant que tout va bien. La peur, elle, reste même quand ça va mal. » Il ajoute que le prince cherche à être craint, mais non haï. La haine crée des complots, la crainte crée la discipline. Autre passage clé. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ce qu'on semble être compte souvent plus que ce qu'on est. Conclusion. Un dirigeant doit paraître bon, même quand il doit agir durement. Ce n'est pas de l'hypocrisie gratuite, c'est de la psychologie sociale. Jusqu'ici, nous avons vu les idées générales. Descendons maintenant dans le livre lui-même, chapitre par chapitre, comme si nous le feuilletons ensemble. Principauté nouvelle. Le dirigeant doit agir vite, frapper fort une fois, et stabiliser ensuite. Une cruauté répétée crée la haine. Une cruauté concentrée peut créer l'ordre. Pouvoir religieux. Il dure longtemps parce que les hommes croient qu'ils viennent d'en haut. Pouvoir issu du peuple et de l'élite. Un pouvoir basé sur l'élite est fragile. Ces grands peuvent trahir. Un pouvoir qui s'appuie sur le peuple est plus stable, à condition de ne pas le mépriser. Renard et lion. Il dit « Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. La force seule ne suffit pas. La ruse seule ne suffit pas, il faut unir les deux. » Armée. Il martèle. Les bonnes lois ne servent à rien là où il n'y a pas de bonnes armes. La dépendance militaire égale la perte du pouvoir. Apparence. Un dirigeant doit sembler miséricordieux, fidèle, humain, mais être capable d'agir contre ce masque si la survie de l'État l'exige. Flatteur. Un dirigeant entouré de flatteurs court à sa perte. Il doit accepter d'entendre la vérité, mais seulement de quelques voix sages. Nous avons traversé les mécanismes, les stratégies, les avertissements. Reste une question. Que faire de tout cela aujourd'hui? Pourquoi ce livre survit? Parce qu'il ne décrit pas le monde comme il devrait être, mais comme il peut devenir quand l'intérêt, la peur et la compétition dominent. On peut le lire comme un manuel de lucidité, un avertissement, une autopsie du pouvoir. Même si tu n'es pas dirigeant, ce livre t'apprend à repérer les manipulations, à ne pas confondre apparence et réalité et à comprendre que la naïveté peut coûter cher. Ce livre pose une tension. D'un côté l'idéal, justice, bonté, loyauté. De l'autre la réalité, peur, trahison, intérêt. Il ne dit pas « abandonne ton idéal ». Il dit « si tu veux préserver quelque chose de juste, il faudra parfois affronter ce qui ne l'est pas ». Le pouvoir est un lieu de dilemme, pas de conte de fées. Nous avons traversé une Italie en guerre, la vie d'un fonctionnaire exilé, un manuel du pouvoir, une psychologie et une philosophie de la survie. On peut rejeter cette pensée, on peut la détester, ou on peut y voir un miroir, non pas pour devenir plus cynique, mais pour devenir moins naïf. La prochaine fois que tu entendras le mot machiavélique, souviens-toi, il est souvent utilisé sans comprendre la profondeur du livre. Si tu es encore ici, c'est que tu fais partie des rares qui aiment penser, comprendre et approfondir. Ce type de documentaire demande de la lecture, de la recherche, de l'écriture, du temps. Alors si tu veux soutenir ce travail, abonne-toi, laisse un like et dis dans les commentaires. Je veux d'autres grands livres expliqués.
Ça paraît simple, mais pour nous, c'est énorme. Merci pour ton attention. À très bientôt pour un autre voyage. Au cœur des idées qui façonnent le monde.